Bienvenue dans ce jeudi. On est bien jeudi aujourd'hui, rassurez-moi. On est jeudi. Qu'est-ce que je ferais si je ne vous avais pas? J'irai à la plage, j'irai me balader. Jean-Philippe Pierre, bonsoir. Bonsoir. Loïc Guingamp, bienvenue. Bonsoir. Pensez pour Anthony, boire des coups. Mais ça, on fait déjà ensemble. La danse. La danse. Et toi, pourquoi tu m'inscris en couture? Parlant de crochet, il y a un adepte de Peter Pan, je crois. Oui. Alors ce soir, nous avons quelqu'un qui est un garçon qui a presque tous les talents. Il est à la fois alsacien. Ça, c'est déjà pas mal. Il se dit peintre, il se dit comédien, il a conçu des jeux de société, il a réalisé des pièces, des films, mis en scène des pièces, et vient de commettre un livre, un carnet rouge tacheté de noir. Jules Pan, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Jules Pan, c'est beau comme c'est un pseudonyme, mais c'est très très beau. Alors si vous me permettez, on va vous appeler Pampan. Ou Juju Pampan. Voilà. Je vous présente Cucu. Non, je rigole. Pampan Cucu. Alors c'est le premier tome d'une aventure qui se compte en 3 volumes, c'est ça? C'est ça. C'est en 3 volumes, mais moi j'ai tout écrit d'un coup. Enfin, j'ai tout écrit de front. C'est-à-dire que les 3 volumes sont écrits. Et 15 ans quand même. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai commencé très tôt. Tolkien est un con à côté. Combien de temps pour les 3? 4 ans. Et puis là, je suis sur la réécriture du second. Oui. Et je pense que j'en ai encore pour 1 an de travail et pour arriver jusqu'à la fin du 3. Bon, on va donner un petit peu d'épaisseur à cette émission et Dieu dans tout ça, mais on en parlera tout à l'heure, évidemment. Jules Pan, avec sa bonne humeur, j'ai vu des trucs hallucinants. Il a un site qui révèle tout le personnage. Je vous lirai sa carte de visite tout à l'heure. Vous comprendrez à qui on a affaire. Auparavant, une sorte de mise en jambe pour l'humour. Profitez-en, servez-vous et resservez-vous. Ce sont les Chevaliers du Fiel. Il s'appelle Jules Pan. Il est né à Strasbourg. Ben oui. C'est faisant. Bien entendu. Je vais vous lire un petit peu la carte de visite de Jules Pan. Né à Strasbourg, on peut dire l'année. Oui, c'est bon. Pas encore de problème avec l'âge. Né à Strasbourg en 1906, en 86. Jeune homme terriblement prétentieux qui se dit peintre, comédien, conçoit des jeux de société, réalise des films, écrit des pièces, met en scène depuis peu. D'après lui, plus tard, il sera cosmonaute ou dictateur. Plutôt cosmonaute parce qu'il aime bien porter des moon boots et que les dictateurs, ça fait rien que porter des mocassins. Voilà. Son premier roman s'appelle Un carnet rouge tacheté de noir. De quoi est-il question? Vous avez eu la chance, Jean-Philippe Pierre et Loïc Guingamp, vous avez été punis, vous avez demandé de lire ça. Non, on l'a lu avec grand plaisir et assiduité. Une série Les Enfants Perdus, c'est ça? C'est ça, les Enfants des rues. Les Enfants perdus, c'était déjà pris en fait. C'est vrai. Loïc Guingamp a une question un peu particulière à te poser, Jules. Pas de familiarité, voulez-vous? Pas de familiarité. C'est vrai, appelons-le Pampan. Oui, bon, on va se tutoyer quand même. Jules, tout d'abord une question qui m'est venue après lecture de ton livre. Pourquoi un carnet rouge taché de noir et non pas un carnet noir taché de rouge? Rouge hémoglobine, s'il vous plaît, sans vouloir trop dévoiler le contenu de ton livre. Bonne question. En fait, je sais pas. J'ai décrit le carnet au départ. Il n'avait pas tellement d'importance. En fait, les ficelles du livre se sont faites les unes après les autres et d'un coup, ça a pris de l'importance. Et je trouvais que ça marchait bien. Un carnet rouge tacheté de noir. J'aimais bien la phrase. C'est vrai que c'est devenu le titre que très tard. Oh là, les mecs, calmez-vous. J'avais dit Dieu dans tout ça, mais n'allons pas aussi loin quand même. Tu sais, très pivot. Tu vois. Enfin bref, Jules, comme ton livre est très empreint de l'esprit de Peter Pan, l'œuvre de James Matthew Barrie. Penses-tu être toi-même atteint de ce syndrome, le syndrome de Peter Pan, à savoir la peur de grandir, de rester un éternel enfant et n'avoir le droit de faire que touche-touche pipi avec les filles? Je pense que c'est une bonne question. J'aimerais bien faire touche-touche pipi avec les filles pendant longtemps. Mais non, il faudrait lire les 3 tomes pour pouvoir bien y répondre. Mais c'est vrai que j'ai réglé un peu la question de la jeunesse et de l'enfance. Enfin, quelque part, pour moi, ça y est, je commence à avoir l'impression de vieillir. Bon, bien sûr, j'ai que 26 ans et vous allez tous me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est vrai que oui, il y a une part de jeunesse qui passe et c'était un peu ça. En fait, c'était plutôt à la fin du tome 3, on apprend la solution pour rester jeune. On parlait de Peter Pan. Tu sais comment il s'appelait, le capitaine Crochet, avant? Dans l'histoire? Ouais. Non, avant d'avoir son existence de capitaine Crochet. Le capitaine Main. Bravo. Donc finalement, c'est vrai que ce bouquin, finalement, pour toi, ça a été un peu l'exutoire qui t'a permis finalement de passer de l'autre côté du miroir magique, comme on dit, de l'enfance à l'adulte. C'est un peu ça que tu nous dis finalement. C'est ça, en fait, le tome 1... Depuis, t'as niqué ou pas? Alors, ça va. Maman, on n'écoute pas. Oui, j'ai bien. Alors pour conclure, je dirais, comme tu dois le savoir, pour être vraiment un homme, on dit qu'il faut écrire un livre, planter un arbre et faire un enfant. Pour les 2
deux autres, c'est qu'une histoire de petites graines finalement. J'espère faire que les deux premiers. Il nous dit pas lequel. Non, hein. Si, les deux premiers. Il a dit dans l'ordre où tu les as énoncés. Oui, non, mais après. Tu conçois des jeux de société. T'as conçu quoi comme jeu de société? Alors ils sont pas dans le commerce. Oui, c'est un peu comme. Oui, moi j'en ai fait plein. On invente des jeux quand on est un peu bourré et on fait on joue ensemble et quand l'un des deux gagne, il est champion du monde puisqu'on est les seuls à savoir que savoir ce jeu y jouer. existe, voilà. Non, le jeu commence à prendre l'importance. Ça s'appelle Mercenaires, la guerre des nerfs et peut-être qu'un jour ça sera connu. En tout cas, le nom claque à l'oreille. Mercenaires, la guerre des nerfs. Et je voudrais juste vous dire un truc, c'est que ce garçon qui, à mon avis, doit être un bon convive quand vous l'invitez quelque part, mange de tout. Et son plat, deux fois. Deux fois, il en prend. Ton plat préféré, c'est quoi? Bah là, je vous ai donné le pain perdu, mais c'est vrai que ça fait des années que je veux manger du pain perdu. Je collectionne le pain qui reste, je le mets de côté, mon coloc le jette. À chaque fois, j'ai pas le lait. Je rêve de manger du pain perdu. Je t'en ferai. Viens à la maison, je te ferai du pain perdu. Et alors, en revanche, il n'a pas droit à. Je ne sais pas si c'est le miel ou la truffe, mais il paraît que tu as reçu un pot de miel aux truffes. C'est dégueulasse. Et que le mec qui a inventé ça mériterait d'être pendu. Ouais, mais là, direct, je crois. Ouais. Il y a des trucs, faut pas essayer. C'est mes parents qui m'ont offert ça en revenant d'Italie. Allez en Italie, mais n'achetez pas n'importe quoi. Acheter des faux sacs Gussi, n'importe quoi, amènera un petit rapporter plus de miel à la truffe, c'est pas possible. Jules Pan, on va parler du contenu de ce petit carnet rouge tacheté de noir. C'est un peu... Enfin, vous verrez. Vous vous souvenez de Sans famille? Je m'appelle Rémi. Eh ben, on va y aller dans un instant. À tout de suite. Un carnet rouge tacheté de noir est l'œuvre d'un jeune auteur, 26 ans, Jules Pan, notre invité. L'idée d'écrire ce bouquin dont le début démarre dans les années 60, c'est ça hein? En 64 exactement. Ouais. Est venu comment? Au départ, quand j'ai écrit le bouquin, ça se passait pas du tout en 64, il n'y avait pas de contexte réaliste. Et en fait, c'était plus une histoire... En fait, j'avais envie d'écrire une histoire de jeunesse, d'amitié, tout ça. Et après, par la suite, j'avais envie de la mettre dans un contexte réaliste. Et il se trouve que j'avais déjà écrit que ça se passait dans un bidonville, la précarité, tout ça. Ouais. Et il se trouve qu'il n'y a pas tellement de moments où c'était possible. Ouais. Et à force de recherche, j'ai choisi l'année 64 parce que c'est après la guerre d'Algérie. D'accord. Et voilà. On parle d'ailleurs dans... Oui. Et il y a quand même tout le décorum, c'est-à-dire que les rues sont animés de profonds salopards. Enfin, il y a des gens un peu douteux. Il y a ces enfants de la misère, un petit peu, quand même. Hein. Complètement. Parlant des rues, justement, ce qui est très marrant, on sait que ça se passe dans les années 60, mais on ne peut s'empêcher d'aller plus loin. C'est marrant, tel que c'est écrit, on est presque dans du Hugo, par moments, on est dans ces rues qui nous font écho. Et en plus, là, tu l'affirmes vraiment par des références aussi, genre Peter Pan, on l'a dit, il y a aussi Geppetto, Pinocchio. Il y a l'île au trésor aussi, avec la marque noire. Il y a des tas de références. J'ai surtout pas voulu me cacher de toutes les références. Et on le voit bien, on va aller plus vite parce qu'il faut qu'on avance un peu dans l'émission. L'époque aujourd'hui, c'est pas bon pour l'imagination romanesque. Pas assez de misère. J'aimais bien le décalage par rapport à la réalité, justement pour avoir cet univers un peu onirique. Que si c'était proche de nous, on n'aurait pas cru. Là, on peut y croire, en fait, que ça soit un peu farfelu. Bon. Vous faites vraiment du sport ou bien c'est une connerie je suis très très sportif. C'est vrai? Gymnaste. Ouais. Et le marathon de Strasbourg Je ne pourrais pas le faire car j'ai une répétition de théâtre le jour même. C'est moche quand même. C'est moche parce que je m'y étais préparé. Jules Pan a un site sur lequel vous comprendrez mieux l'univers. Alors c'est vrai qu'il est un peu touche à tout. Moi j'ai adoré le court-métrage de l'art ou du cochon. Ah super. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais enlève-lui les lunettes, tu lui rases un peu plus les cheveux. Il me fait penser à Manu Payet. Le comédien Manu Payet. Vous êtes d'accord dans le public qui fait un peu Manu Payet Tout le monde est sous cortisone ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ouais. Merci. Et il explique à la caméra que c'est pas compliqué pour se faire de la maille. Faut faire artiste peintre. Et il y a une phrase qui est absolument magnifique, c'est « Je gagne ma vie avec ma chatte ». Parce qu'il fait peindre son chat en lui trempant les papates dans les pots de peinture. Absolument. Mais en fait, c'est pas tellement vrai. Il y a une séquence accélérée où vous peignez vraiment. Enfin, non, je dis vous, non, t'es tout seul. Oui, c'est en accéléré alors. Et il finit, traverse. C'est quoi? C'est Paris après, oui. Avec un masque? C'est ça. De chat? Non, c'était même pas un masque. Tête de mort, je sais pas que j'ai trouvé sur le moment. Et on retrouve le tableau qu'on l'a vu faire dans une galerie d'art. Oui, c'est ça, en plein marais à Paris. J'ai la chance d'être exposé là-bas. Ma vie est très chanceuse. Hein. J'ai beaucoup plus de chance que de mérite et entre autres pour la peinture. Jules Pan, vous retrouvez d'ailleurs toutes ces références dans son livre, dans son roman, Un carnet rouge tacheté de noir. Mais vous comprendrez également qu'il a d'autres passions que l'écriture, le cinéma, la comédie. Là, en ce moment, tu travailles sur quoi ? Alors sur deux choses, le mariage de Figaro qui se jouera du 2 novembre, tout novembre, je joue Chérubin dedans, en tant que comédien. Oui. Et sinon, je mets en scène une pièce autour de Nietzsche qui se jouera en janvier.
Tu fais du vélo? Beaucoup. Vélo plus pour me rendre d'un endroit à un autre. Pour déplacer. Ouais. Rien que ça, c'est un petit livre. Il m'a décrit une petite piste cyclable qui longe le canal de la Bruche, près de l'ancienne voie ferrée, c'est vers Wolfisheim. À la hauteur d'Egbolsheim, il y a un petit chemin de terre qui vous emmène dans les champs. C'est sinueux, il faut prendre à gauche, au premier croisement, puis ensuite à droite, puis longer un épais bosquet pendant une petite 1 kilomètre. Puis il y a un sentier qui ressemble à rien. Il faut avoir le courage de s'y enfoncer et on tombe sur le rivage d'une rivière. Ouais. Et il raconte ça et il dit que pour lui, c'est le plus bel endroit d'Alsace. Mais c'est vrai. J'ai emmené des gens et il faut aller jusque dans la rivière. Il faut enlever les chaussures. D'accord, donc il est vraiment fou, d'accord. Mais à cet endroit-là, c'est génial. Et c'est vraiment le plus bel endroit d'Alsace. Il est à 5 km de Strasbourg. Bon, j'ai peur que demain, quand j'irai, il y aura 15 personnes. Parce qu'il y aura déjà un hôtel. Il y a un hôtel demain, c'est bon. Fallait pas le dire. Non, demain, un truc wellness, c'est spa, machin, dans la rivière. Et alors, à vélo, donc c'est ton moyen de transport préféré pour les petits trajets. Beaucoup moins. J'ai pas la voiture, en tout cas. Même le soir, quand tu sors un peu tard. Oui. Quels que soient les excès, tu repars à vélo. C'est ça. Et un jour, un jour, il y a eu, c'était imprévu, on rentrait du restaurant et il y a eu un orage, il n'y a pas eu de la grêle, mais un orage comme jamais j'en avais vu. C'est tombé une ondée mais monumentale. Des baignoires de flotte. Ouais. Vraiment, les voitures s'arrêtaient, les gens restaient cachés dans la voiture, on fermait les volets, c'était... Et j'étais en vélo et j'avais encore 20 000... À vélo, pardon. Ah oui. Oui. Non, ça j'insiste. Non, c'est parce qu'on peut déconner avec tout, mais pas en vélo. Marcher à pied et partir en couille. Ah, attention. Ouais, on est à cheval là-dessus. Oui, à très à cheval. Donc, à vélo, pas possibilité de s'abriter. Et d'un coup, je me rendais compte que j'étais joyeux. Et plus il pleuvait, plus j'étais content, en fait. Et c'était magnifique. Et j'ai vécu le plus grand moment de joie de ma vie, et je dois le dire, en me prenant des trompes d'eau. Dis-moi que ce garçon a la lumière dans toutes les pièces. Il est arrosé de flotte. Il est trempé jusqu'à l'os. Mais c'était génial. D'un coup, il fallait s'élever à la hauteur de la chose qui arrivait et se dire, mais en fait, on s'en fout d'être mouillé. Je prendrai une douche chaude dans 20 minutes. Et tu ne l'as pas encore vu quand il marche dans une crotte de chien. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est vrai. Il devient lui-même chien et il pense au bonheur que ce chien il tire. D'ailleurs, parlant de crotte, si tu permets, il y a un petit passage. Oui. Je vois lequel. Bravo, monsieur Guingamp. J'ai rarement vu quelqu'un qui faisait une telle éloge du vent. Donc, juste pour résumer, il y a le protagoniste qui s'appelle Donuts qui va se réfugier dans les toilettes alors que le jardinier tambourine pour rentrer dans les toilettes. Alors, voilà ce que ça donne. Occupé. Alors, il commence par les graves. Attendez, tout le répertoire. Attendez, je commence plus haut d'abord. Voilà. Donuts... Non, fais tout le bouquin. Voilà, je reprends plus haut parce que sinon on n'y arrivera pas. Prends page 1, on va démarrer comme ça. J'y retourne. On a le temps en plus. Donuts ne savait pas comment sortir de là. Il réfléchit, soudain une idée lui vint. Il allait imiter des bruits de ventosité pour faire comprendre au bonhomme qu'il en avait encore pour longtemps. Lumineux subterfuge, n'est-ce pas? D'abord, il en fit juste un, comme ça, discret, par souci de réalisme. Petit P de salon, dirions-nous, puis un second. Le jardinier ne semblait pas réagir. Alors le chenapan se prit au jeu. P de couloir, P d'ascenseur, P de dortoir, P de bonne sœur, tout le répertoire de la compagnie des gaz fut cité. Il commença par les graves, la bouche plaquée dans le creux de ses mains, ses lèvres flasques vibraient sur le plat de ses paumes, puis les aigus, le bec serré comme pour faire la lettre P. Il envoya des fines brises sifflotantes. Enfin, il se permit quelques virtuosités dans la cavité opposée des coudes, etc., etc. Moi, je trouve que c'est il sait mettre l'ambiance. Voici un garçon que vous pouvez inviter à table. Le repas sera toujours joyeux. Hein. Sans vouloir copier ce qu'a fait... Fais péter le générique. Fais péter le jingle. France Info, toute l'info de la veille et plus si affinité. Audrey Pulvar. Qui? Audrey Pulvar. Pudou? Oui. C'est dans le 10 ans, je me suis dit non, c'est juste après ça. C'est offusqué de ce que le mensuel Technicart révèle que ces magnifiques lunettes de soudeur, faites sur mesure par la très chic maison Bonnet, un célèbre lunetier du Palais Royal, coûtaient 12 000 €. Mais selon le Canard enchaîné, elle a eu bien raison de s'indigner, car elle coûterait en fait 15 000 €. Mais il faut excuser Audrey Pulvar, elle n'a pas vu le prix puisqu'elle ne les portait pas encore. Il faut la comprendre, elle ne les portait pas avant de choisir le modèle. Et sinon, pour terminer, en recevant une centaine d'anciens collaborateurs comme lui au cours des 2 septennats Mitterrand, François Hollande a avoué que lors des premiers jours à l'Élysée, il s'est surpris à frapper à la porte de son propre bureau. Et forcément, personne ne répondait.
Bon, bah ça n'a pas changé depuis. Il y a quelqu'un Jules Pan, son livre. On peut le trouver où ce livre d'ailleurs, un carnet rouge tacheté de noir? C'est là que ça devient complexe. Eh c'est ouais. artisanal. C'est sur ton site. à compte d'auteur. Donc c'est sur mon site. Il faut aller sur mon site www.julespan.fr. Vous tapez Jules Pan sur Google. Voilà. Découvrez le personnage et ses œuvres. Jules Pan était notre invité aujourd'hui. Merci. Demain, lundi et mardi, on proposera une sorte d'album de famille, les souvenirs des grands moments vécus avec nos invités des semaines et des mois passés. Ça vous va? Ah bah, grand Eh bah, plaisir. de manie alors. Ciao, ciao. Merci Jules, bon retour. Merci beaucoup. Au revoir.